Bonjour à tous, bonjour José. Bonjour Malika. Mieux comprendre l'autisme, c'est l'objectif de ce nouveau numéro de 1, 2, 3 Santé, parce que l'autisme est un handicap encore mal compris. Notre invité, le docteur Béatrice Safrano, pédopsychiatre, nous dira notamment s'il faut s'alarmer de l'augmentation du nombre de cas. Et nous recevrons également Nathalie Ambroise, présidente de l'association J'existe. L'autisme, c'est l'enfermement sur soi-même. C'est un trouble du développement humain caractérisé par des problèmes de communication. Ce sont des enfants qui entrent mal en communication avec les autres. Ce sont des enfants qui répètent souvent les mêmes gestes de façon répétitive. L'expression de cette anomalie est variable. C'est pour ça qu'on parle d'anomalie du spectre autistique. Et comme chaque semaine, on vous donne la parole. Écoutez la question du jour. À quoi reconnaît-on l'autisme et quels sont les signes qui peuvent alerter les parents? Le docteur Béatrice Safrano a accepté notre invitation. Elle est pédopsychiatre au CHU. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour. Est-ce que l'autisme, c'est un mot qui fait peur? Alors, à mon avis, l'autisme n'est plus un mot qui fait peur, mais ça reste une pathologie mal connue, puisque la plupart des gens sont encore dans des conceptions assez archaïques du trouble, à imaginer des enfants complètement enfermés, des enfants totalement en retrait, alors que la majorité des enfants autistes ont des troubles assez atypiques, mais qui les entravent dans leur capacité de communication et de relation avec l'autre. José parlait tout à l'heure de troubles du spectre autistique. Ça veut dire qu'il y a des centaines de formes d'autisme? Alors on parle volontiers d'un continuum autistique pour désigner la grande variabilité de profil dans le trouble du spectre de l'autisme. Et on peut considérer qu'effectivement, il y a autant d'autisme que d'autistes. D'accord. Est-ce que tous, on peut considérer qu'on a une petite part d'autisme dans... J'ai envie de dire qu'on a probablement tous des symptômes autistiques. Le trouble, c'est quand on est entravé par quelque chose qui devient trop important, trop récurrent, dont l'intensité nous entrave dans notre quotidien. Il y a une forme qui est plus fréquente que les autres? Alors, c'est le trouble du spectre autistique atypique ou non spécifié, qui est la forme la plus fréquente, puisqu'elle représente plus de la moitié des TSA, tout profil confondu. D'accord. C'est une forme atypique par soit l'âge de survenue, un âge de survenue plus tardif, soit par des symptômes qui ne représentent pas l'intégralité des caractéristiques diagnostiques du trouble. On parle souvent du syndrome d'Asperger. Alors, le syndrome d'Asperger est un syndrome découvert par un pédiatre hongrois, Hans Asperger, en 1944. Mais ce n'est que dans les années 90 qu'il est rentré dans le manuel de diagnostic américain, le DSM-4, comme faisant partie des troubles envahissants du développement. C'est un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle, c'est-à-dire que le QI des enfants est supérieur à 70. D'accord. Et en comparaison avec les autres troubles du spectre autistique à haut potentiel, l'enfant atteint du syndrome d'Asperger a des compétences verbales plus élevées. C'est une forme moins sévère. Einstein en était atteint et il semble que ses enseignants lui avaient dit « cet enfant n'arrivera jamais à rien ». Alors effectivement, c'est un trouble qui a meilleur pronostic, puisque ce sont souvent des enfants qui ont des îlots de compétences très importants, que ce soit au niveau de la musique, c'est souvent des enfants qui sont décrits avec l'oreille absolue, que ce soit au niveau des calculs, et leur structure autistique, c'est-à-dire une manière très rigide de voir les choses, en font effectivement des bons mathématiciens, des bons musiciens. Brillants dans leur domaine. Brillants dans leur domaine. Au niveau des chiffres, c'est assez impressionnant. Les États-Unis sont passés d'un cas sur 5000 enfants, c'était en 1975, à un cas sur 68 en 2014. Et la France suit à peu près cette courbe. Est-ce qu'il faut s'alarmer? Alors effectivement, les chiffres sont assez inquiétants, puisque ce taux de 1 cas sur 68 correspond à 1,5% des enfants âgés de 8 ans, ce qui est
énorme. Et effectivement, au niveau international, les courbes sont à peu près les mêmes. C'est probablement dû au fait que l'autisme est de mieux en mieux connu et donc de mieux en mieux dépisté et repéré par les professionnels. Ça explique aussi que dans les pays comme la Chine, le taux de prévalence soit beaucoup moins élevé. Ce qui porte de l'eau au moulin à la cause environnementale dans la création de ce syndrome. Alors, il y a une forte composante génétique. C'est un trouble dont l'héritabilité, c'est-à-dire l'origine génétique, est estimée à peu près 90%. Mais effectivement, on suspecte de plus en plus les facteurs environnementaux d'avoir un impact sur l'émergence du trouble. En tout cas, l'intrication de facteurs génétiques avec des facteurs environnementaux sont probablement générateurs de plus d'enfants symptomatiques. Donc les théories psychanalytiques, on met de côté, les mamans non plus ne sont pas responsables de la création de ce syndrome. Alors les mamans ne sont absolument pas responsables de la création de ce syndrome. On est autiste, on ne devient pas autiste. Après, vous me direz, on a les gènes que nous transmettent nos parents. Mais ça encore, on n'est pas responsable des gènes qu'on transmet. Ni de nos parents non plus d'ailleurs. Tout à fait. Alors, comment se fait le diagnostic de l'autisme? Quels sont les signes qui doivent alerter? Toutes les réponses avec ce reportage réalisé au Centre d'action médico-sociale de Basse-Terre. Nous sommes au CAMS de Basse-Terre. Le docteur Bernadette Atala nous explique quels sont les signes et nous rappelle l'importance d'effectuer le dépistage des troubles autistiques. Alors, les signes qui alertent, on peut le faire à plusieurs niveaux. D'abord, les parents, qu'il faut savoir écouter. En particulier, les parents qui ont déjà des enfants et qui vous disent « Ah, écoutez, mon enfant, il n'est pas comme les autres. Il ne fait pas les mêmes choses que mes enfants précédents. » Un enfant qui est dans sa bulle, nettement, on vous dit il reste à l'écart. C'est un enfant qui ne va ne pas parler beaucoup. C'est un enfant qui ne va pas partager avec les autres enfants ou avec les adultes. En particulier, par exemple, un exemple, c'est pas un avion passe dans le ciel, c'est un enfant qui ne pourra pas vous montrer en pointant du doigt l'avion, même si ce n'est pas dire le mot, il ne va même pas faire ce geste-là pour vous faire partager quelque chose. Donc c'est un enfant qui a ce trouble-là et qui, en plus, a des particularités sensorielles. Il peut se boucher les oreilles facilement, il peut tourner sur lui-même, avoir un appétit avec des traits sélectifs qu'on appelle, c'est-à-dire avoir des particularités pour le repas. Voilà. Et donc, ces troubles vont intervenir, vont interpeller les parents et donc les professionnels de la petite enfance. On peut penser quelquefois, dans les signes que je vous ai décrits, par exemple, c'est aussi les enfants porteurs d'autisme ne vont pas répondre à l'appel du nom quand on va les appeler. Donc, on peut penser qu'ils sont sourds. C'est assez facile. On va chez l'ORL et on fait un contrôle de l'audition. C'est des enfants qui entendent bien. Après, on peut penser aussi que c'est des enfants qui ne comprennent pas. Ces enfants, on peut parler comme s'il y avait un retard mental. Nous avons des enfants porteurs d'autisme qui sont déficients, donc qui ont aussi un retard mental. Et en particulier, ces enfants pour lesquels le facteur génétique est important. Mais nous avons des enfants déficients qui ne sont pas autistes. C'est-à-dire que il peut y avoir des enfants qui ont des retards mentaux, mais ils ne sont pas autistes parce qu'ils sont en relation avec les autres. Ils ont des difficultés à comprendre, mais ils sont bien en relation avec les autres. Ils vont jouer avec les enfants, comme les enfants normotypiques. Concernant les difficultés de langage, qui font partie du trouble du spectre autistique, il est parfois difficile, dans des cas très précis, de faire la différence entre ce qu'on appelle une dysphasie, c'est-à-dire un gros trouble du langage, qui gêne beaucoup, je ne parle pas des petits troubles articulatoires, et un trouble du spectre autistique. Un enfant qui est dysphasique, donc qui a du mal à parler, mais toujours pareil, qui est dans bien l'interaction avec les autres, sera simplement un enfant dysphasique. Mais un enfant qui a des troubles du langage comme un dysphasique, mais qui en plus a des comportements stéréotypés, a des problèmes d'interaction sociale, sera peut-être un enfant porteur de troubles autistiques. On a vu que pour les enfants porteurs d'autisme avec retard mental, le facteur génétique, c'est-à-dire 50% des enfants qui ont ce type de pathologie ont une anomalie génétique. Pour les enfants porteurs d'autisme sans retard mental, nous savons maintenant que les facteurs environnementaux, autres que génétiques, agissent. Un facteur de risque, c'est
la prématurité. Je ne dis pas que tous les enfants prématurés sont autistes, mais auront un porteur d'autisme. Mais c'est un facteur de risque. C'est-à-dire que, et j'élargis, que tous les enfants prématurés doivent être surveillés très tôt. Et j'ajouterai, important aussi, qu'il y a des facteurs environnementaux. Et on sait actuellement, et c'est démontré, les perturbateurs endocriniens sont un des facteurs. Il est important que cet enfant un premier repérage soit fait par les médecins, qu'il puisse faire un test qui s'appelle le MCHAT. À partir de ce MCHAT, on voit qu'il y a une situation préoccupante de cet enfant. C'est la deuxième partie du repérage. Et le diagnostic sera posé, on a dit, à partir de 2 ans et demi. C'est au sein de plusieurs professionnels. C'est une équipe pluridisciplinaire qui va faire un diagnostic, qui n'est pas simple parce que c'est pas comme le diabète où on vous fait un taux de sucre, on fait une prise de sang et on vous dit voilà, vous avez du diabète. Non, on n'a pas de test. Et c'est pour ça que c'est assez compliqué. C'est un ensemble d'observations, de signes que nous allons trouver, nous, qui sont très précis, telle l'attention conjointe ou qu'il n'y a pas d'attention conjointe, qu'il n'y a pas de partage des émotions, qu'il n'y a pas de... Les enfants ne savent pas demander les choses, ils ne savent pas aller vers les autres. Donc, ensemble de signes qui va proposer un diagnostic. Et ce diagnostic, une équipe va être d'accord sur ce diagnostic et il va y avoir une annonce médicale aux parents. Voilà. Retour sur le plateau de 1, 2, 3 Santé, docteur Safrano, si j'ai bien compris, plus l'autisme est dépisté tôt, plus on a de chances de le soigner. Alors effectivement, la détection précoce est une avancée scientifique majeure de ces dernières années, puisqu'on sait que plus l'autisme est détecté tôt, plus on pourra mettre en place une prise en charge adaptée et donc améliorer le pronostic pour une grande partie des enfants. Et aussi, ça enlève aux parents l'angoisse et les questionnements liés à des troubles de leurs enfants qu'ils ne comprennent pas, et ça leur permet de mieux adapter la prise en charge de leur enfant, que ce soit au niveau de la scolarisation ou des dispositifs à mettre en place. Donc c'est important qu'ils apprennent à reconnaître ces petits signes, qu'ils en parlent avec leur médecin. Oui, effectivement, et de plus en plus d'outils de dépistage sont disponibles même sur Internet et accessibles à tous, comme le MCHAT, qui permet non pas de diagnostiquer un autisme, mais d'être alerté sur des signes qui pourraient être évocateurs du trouble. Pourquoi plus de garçons ? Alors, comme dans beaucoup de pathologies psychiatriques, les garçons sont effectivement plus touchés. On estime à peu près 4,5 fois plus de risque d'atteinte dans le sexe masculin. Probablement en lien avec des gènes de susceptibilité qui seraient situés sur le chromosome X, puisque nous, en tant que femmes, nous avons 2 X. Donc, ça nous protège un petit peu. Avec un seul X, les garçons sont plus fragiles. Est-ce qu'on pourrait prévenir l'autisme ? J'ai vu que dans les pays nordiques, il y avait une prise en charge des femmes enceintes. Alors effectivement, la prévention sur tout ce qui est alimentation, perturbateurs endocriniens est quelque chose qui concerne beaucoup de pathologies. Et l'autisme y compris. On sait que l'exposition in utero de certains facteurs environnementaux peut favoriser même une expression différente des gènes à ADN identique. D'accord. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique, le concept des 1000 premiers jours. On pense qu'on va pouvoir protéger les enfants et éviter beaucoup de maladies de l'âge adulte également en modifiant l'environnement, en protégeant de l'environnement. D'accord. Ne bougez pas, dans la deuxième partie de votre magazine, vous découvrirez la prise en charge de l'autisme, également le quotidien compliqué des familles. Un, 2, 3 Santé est aujourd'hui dédié à l'autisme. Docteur Safrano, quelle est justement la prise en charge de ce handicap ? Alors, on considère désormais que la prise en charge de l'autisme doit être intégrative et pluridisciplinaire, que ce soit par les approches comportementales et développementales qui, dans un cadre structuré, permettent de rééduquer les capacités de communication et d'interaction sociale. En France, on utilise encore pas mal des psychothérapies possiblement d'inspiration psychanalytique avec des activités ludiques qui sont utilisées comme support pour médier les capacités de communication et de relation à l'autre.
Il y a aussi tous les rééducateurs qui interviennent de manière spécifique, que ce soit les orthophonistes pour la rééducation du trouble du langage, les psychomotriciens, les ergothérapeutes, qui permettent d'apporter aux enfants une prise en charge globale et individualisée. Est-ce qu'en Guadeloupe, on a suffisamment de moyens ? Je pense qu'en France, globalement, on n'a pas suffisamment de moyens. Le gouvernement met à cœur de mettre de plus en plus de moyens à disposition du handicap en général. On est actuellement au troisième plan autisme, qui va de 2013 à 2017 et qui, par les centres de ressources de l'autisme, les CRA, permet et la formation des professionnels, mais aussi du grand public, des professeurs, pour que les enfants soient de plus en plus accueillis et de mieux en mieux pris en charge. Les parents sont intégrés dans le dispositif de prise en charge ? Les parents sont au cœur du dispositif de prise en charge et essentiels au pronostic pour leurs enfants. Effectivement, un parent impliqué va pouvoir offrir à son enfant un environnement, on dit, les anglo-saxons disent autism friendly, c'est-à-dire vraiment... Ami de l'autiste. Ami de l'autisme, c'est-à-dire en évitant les surstimulations sensorielles, en tenant compte des spécificités de l'enfant, en tenant compte de ses spécificités de caractère, pour leur permettre d'évoluer dans un environnement où ils seront apaisés et donc plus disponibles. C'est un traitement permanent et qui répond parfaitement à une meilleure compréhension de l'enfant et répond à être en adéquation avec les besoins de son enfant. Effectivement, toutes les méthodes basées sur une prise en charge intensive sont les méthodes qui ont le plus de résultats actuellement. Et c'est pour ça que les parents sont décisifs, puisque même si l'enfant est bien pris en charge à l'extérieur par des professionnels, c'est les parents qui sont la plupart du temps avec leurs enfants. Donc, ils ont vraiment un rôle essentiel à jouer. Alors, il existe en Guadeloupe un dispositif appelé groupe pédagogique intensif et séquentiel, un lieu où les professionnels mettent tout en œuvre pour accompagner l'enfant autiste grâce à un support pédagogique. Direction l'école primaire de Lorissisque. Rendons-nous à l'école élémentaire de Lorissisque qui accueille une classe externalisée de l'hôpital de jour de Dugazon-Abîme où est mise en place depuis 3 ans la méthode expérimentale d'Annick Hubert-Barthélemy, psychologue clinicienne. Bonjour Evans. Comment vas-tu Evans? Moi je vais bien. Donc la première condition de cette méthode était de mettre en place des activités pédagogiques qui seraient adaptées au niveau et aux compétences de chacun et qui seraient en fait qui répondraient aux exigences des compétences de l'éducation nationale au travers de différents domaines comme l'approche des nombres, la lecture, l'écriture, l'apprentissage de son corps, le développement de son corps. Et ça, c'était la première condition. Tous ces apprentissages n'auraient pas pu se faire si nous n'avions donc pas eu un cadre structuré dans le temps et dans l'espace pour pallier aux angoisses de ces enfants. Structuré dans le temps en leur proposant des activités ritualisées, des activités qui partiraient d'activités en regroupement, en phase de regroupement et en phase individuelle, avec des symboles permettant à l'enfant d'anticiper sur les activités à venir et des activités suffisamment courtes, donc sur un temps de 10 minutes, pour que l'enfant ne se lasse pas trop vite et n'ait pas d'angoisse à continuer à s'investir dans ses apprentissages. Ça, c'est aussi l'organisation de l'espace. Bien matérialiser les espaces pour que les enfants se sentent en sécurité. Et la troisième condition de cette recherche, c'est qu'il fallait un protocole qui soit basé vraiment sur la contenance, que l'enfant se sente protégé, qu'il puisse rentrer dans les apprentissages sans angoisse. Donc nous avons mis en place ces activités en 1 pour 1, donc un adulte pour un enfant.
grâce aussi à une équipe pluriprofessionnelle, composée d'une enseignante comme moi et d'éducateurs spécialisés et d'infirmières. Toutes ces activités ont fait l'objet ensuite d'évaluations que nous codions en fait chaque journée pour savoir quelle était l'évolution des enfants, tant sur le langage que sur le comportement, que sur l'intérêt à l'activité. Nous essayons de prendre en charge les enfants le plus précocement possible, c'est-à-dire dès 3 ans, dès 4 ans, il faut prendre en charge ces enfants. Il faut les stimuler dès le plus jeune âge dans des activités d'abord éducatives, ensuite pédagogiques. Il faut vraiment stimuler ces enfants pour leur donner un intérêt d'agir avec le monde extérieur, leur donner la possibilité de s'épanouir et de vivre dans la société de façon la plus autonome possible. La méthode nécessite l'implication des parents, car pour pouvoir entrer en communication avec les enfants, nous devons passer par le biais d'images, et ces images doivent être reprises à la maison avec les parents. Les parents font partie intégrante du soin de l'enfant, tant au niveau des activités de soins de l'hôpital comme la motricité, l'orthophonie. Le parent connaît son enfant et fait partie intégrante du processus de soins de ses enfants. Et c'est Nathalie Ambroise qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association J'existe, qui a été créée depuis un certain temps, je crois. Tout à fait. Depuis 1993, elle a été créée par des parents et des professionnels. Et aujourd'hui, elle a une centaine d'adhérents, dont une quarantaine de familles qui viennent de peu partout de la Guadeloupe. Docteur Safranou, vous encouragez les familles à adhérer à des associations pour ne plus être seules? Alors effectivement, au moment du diagnostic, on encourage toujours les parents d'enfants de se rapprocher d'autres parents qui connaissent les mêmes difficultés au quotidien, puisqu'il n'y a pas de meilleur professionnel d'un enfant que ses parents. Et ça, vraiment, c'est une expérience et une compétence qu'on ne pourra jamais transmettre en tant que professionnel. Et entre parents, ils peuvent partager des préoccupations communes. Exactement. Aussi. C'est surtout ça. Tout à fait. Des conseils. Madame Ambroise, ces parents, comment vous les accompagnez au sein de l'association? Alors, justement, comme tout à l'heure, comme ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que nous faisons en sorte de les réunir régulièrement, soit dans le cadre de réunions mensuelles, soit dans le cadre de journées en famille, les samedis en famille, où on réunit les familles, puisque dans notre association, nous avons des jeunes de 3 ans à qui on vient donc d'annoncer le diagnostic, mais nous avons également le plus âgé à 57 ans. Donc en mettant en relation ces familles, ça permet d'échanger, de discuter, de se rassurer régulièrement. Donc on les accompagne dans ce sens-là. Vous accompagnez, mais vous formez aussi les parents? Nous proposons également des formations si le besoin s'avère nécessaire, parce que nous avons quand même en Guadeloupe des structures comme le Centre Ressources Autisme qui propose ces formations. Donc nous venons en complément de ces formations, en général par rapport à des demandes de nos familles. Quels sont les problèmes que rencontrent les parents le plus souvent? Alors, les problèmes ont beaucoup évolué puisque je suis maman d'un jeune autiste de 25 ans. Donc, les difficultés que j'ai rencontrées ne sont pas celles que rencontrent actuellement les enfants plus jeunes, d'accord. Mais en tout cas, il y a une problématique qui demeure, qui est celle de la rupture de la prise en charge, parce qu'il y a des âges clés à la fin de la maternelle. Est-ce qu'il reste en milieu scolaire ou pas? Est-ce qu'il rentre en institution vers 14 ans? Quand il est également, quelquefois ça peut être au collège, on se pose la question est-ce qu'il va au lycée? Et puis la rupture la plus fréquente, c'est en général vers les 18-20 ans. Parce qu'il y a un manque crucial de place moment d'entrer dans la vie active. Et puis selon l'handicap du jeune, qui peut soit rentrer en vie active, mais malheureusement, la bonne partie, ce sont donc en foyer de vie ou en maison d'accueil spécialisée. Et c'est là où actuellement, on a un manque de place. Une des attentes importantes de tous les parents, c'est le problème de la scolarisation de leurs enfants. Ça aussi, c'est un problème important. Ça l'a été, ça l'est de moins en moins avec la loi de 2005 qui a un peu imposé dans le cadre à l'éducation nationale
s'adapter. D'intégrer tous les enfants, quel que soit leur handicap. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Hein. Les enfants sont souvent scolarisés. Quelquefois, ils ont plusieurs prises en charge. Ça peut être également en hôpital de jour. Donc on mixe en fait différents types de prise en charge selon le besoin de l'enfant. Comme a dit le docteur Safrano, on s'adapte. On s'adapte à chaque cas étant différent. On utilise les différents dispositifs qui existent. D'accord. Merci beaucoup, Madame Ambroise, de votre témoignage. Merci, docteur Safrano. Merci. José, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 1, 2, 3 à Santé. Tout de suite, c'est Yemouna que nous retrouvons pour la synthèse en créole. Messieurs et dames, bien bonjour. Jeudi là, José et Malika décidé de parler nous de autisme, puisque c'est une maladie nous pas bien connaître ici. D'ailleurs, pour depuis on ne pas comprendre bien, on va dire comme ça, ah, vous à toi ou un petit gens autiste. Alors pour parler de ça, José et Malika invité un spécialiste, Béatrice Safrano, qui explique nous d'abord pour nous que c'est une maladie que c'est petit a attrapé de plus en plus en pays là, et que c'est un problème à développement en cerveau par rapport à l'année où on a et surtout que le traitement là très difficile. Mais au Tini, par contre, on l'école à l'Oricis, nous c'est les 3i, qui font un bel travail avec ces familles-là, qui ont un bel pal et surtout qui ont espoir que des mecs sont plus belles pour petit aïeux. Ça qui est plus difficile à la maladie-là et surtout ça qui est plus important, c'est le diagnostic-là. Il faut diagnostiquer la maladie-là. Il faut prendre au mot. Alors, docteur Bernadette Atala, expliquez-nous, nous les signes pour repérer la maladie-là. Alors, la famille, on nous imagine que zone un petit monde qui gens là j'ai parlé mais qui pas parler bien. Ou bien un petit monde n'a pas déjà fait la société, ils ont des gens sauvages, toujours en coin, ils presque limite agressifs. À un moment là ça, faut aussi mettre cette traitant à autres. Nous rappelons témoignage aussi à Man Ambroise qui nie un petit monde qui nie maladie là ça et il a bien expliqué nous que la vie pas facile dit tout et vers un petit monde qui autiste, surtout que pas ni de dispositions pour accompagner ces familles là pour aider ces petits monde là. Alors il a goumé et il a dit nous qu'il continue goumer pour petit taille peut trouver place à dans société en nous. Nous bout pour aujourd'hui là, toujours songer question celle qu'on nous tini. Alors soit nous prendre précaution puis rester docteur. À dans notre soleil.